Shalom à toutes et à tous, on est très contents. On se retrouve sur l'île Mode avec le Rav Menachem Ackerman. Et voilà, le Rav Ackerman, tu nous accompagnes tout le temps. Alors j'aimerais dire un mot important, parce que la vérité, c'est que cette année, tu n'as pas fait beaucoup de cours sur Pessah. On s'est concentré vraiment sur la Tfila, le jeudi sur la Paracha beaucoup. Mais il y a énormément de Hidushim des années précédentes du Rav Ackerman. Donc n'hésitez pas. Il va encore faire des Hidushim aujourd'hui, mais il y a vraiment des explications très belles que vous pouvez retrouver dans les replays. Je crois qu'il y a dans les 2 dernières années, tu as dû faire facilement 6 ou 7 cours différents. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup, Rav Ackerman. À chaque fête, tu nous fais des Hidushim et tu nous enveloppes de Torah pour entrer dans la fête. Et donc, c'est le dernier cours avant Pessah. Avec cette énergie que tu vas nous donner, on va rentrer dans la fête de la liberté. Toda Rabba Rabba. Et on continue donc la deuxième partie sur les clés de la Haggadah, Bechavod. D'accord, Toda Rabba. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fait une grosse série où il y a je crois, et donc c'est pour ça que cette année, j'étais épuisé au niveau des sujets, pas au niveau de... Et donc, un peu plus, c'est-à-dire pas tout à fait, mais Bezrat Hashem, l'année prochaine, des nouveaux Hidushim. Et donc, comme tu as dit, c'était l'idée de faire, de donner les clés, c'est-à-dire en fin de compte un petit peu de donner de survoler certains points importants de la Haggadah. Non pas qu'on ne sait pas la faire, on sait tous, on a les habitudes, mais justement souvent parce qu'on l'a vu comment on l'a fait, ceux qui ont eu la chance de voir comment ses parents, ses grands-parents le faisaient, c'est-à-dire on a vraiment Girsa de Yankuta, les airs, le goût, tout. Mais ça fait que souvent, le sens, on a des très belles expériences de Hidushim, mais des choses simples. Pourquoi est-ce qu'on fait chaque chose et comment on le fait? On n'a pas toujours des idées aussi claires forcément. Et même si on l'a, ça fait toujours partie de la mitzvah de se remettre dedans parce que ça fait partie de la chana, c'est la préparation à chaque fête. Alors je vais tout de suite de nouveau ouvrir le texte qu'on étudie. Et le texte de base que je vous donne ici, que vous retrouverez et que je vous enverrai, est a priori le même que celui de la semaine dernière, sauf que j'ai rajouté ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc même si ça a l'air d'être la même chose au début, si vous reprenez le texte, c'est pas du tout la même chose, il y a tout ce qui s'est rajouté depuis. Alors on avait terminé la semaine dernière, je vous rappelle quand même tout d'abord, Leilou Nishmat Michel Vegeral Sananes, Zichronam Livracha, l'Irfouat Kolapsuim, Wifrat Rotem Ben Mazal et Chana Ben Sion. Rotem Ben Mazal, à Ruth Sheva, hier j'ai vu que Baruch Hashem, il s'est réveillé, il parle alors qu'il était blessé grave. Hashem, il fait le refoua shlema. Et tous les Psuim. L'Ilou Nishma Tolga Faegi Batle, Bivon Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, Mori Verabi Yoshua Rachamim Ben Avram Dufour. On est encore dans les Shloshim jusqu'à l'entrée du Chag. Alors la semaine dernière, on a parlé du plat du Seder en long. Et la deuxième chose qu'on avait parlé, c'est la mitzvah de manger de la matzah aussi en long, parce que je vous avais expliqué qu'il fallait mettre les pendules à l'heure. Se souvenir, comme je vous ai dit la semaine dernière, je le reprends, que c'est la seule mitzvah de consommation dans lequel l'objet de consommation est une mitzvah minatora pendant toute l'année. Donc, comme je vous avais dit, ne ratez pas le moment. Je ne sais pas si je vous avais dit ça, mais même si je l'ai dit, je me souviens plus que je l'ai dit. J'ai réécouté le cours pour ne pas me répéter, mais ça sert à rien. Avant de dire Motzi Matzah, moi personnellement en tant que Orech HaSeder, celui qui fait le Seder, je dis aux gens de ne pas essayer de ne pas parler pendant qu'on mange le kazaï de Matzah, pour que chacun puisse se concentrer sur la ferveur. C'est beaucoup plus important, à la limite, qu'une tfila, je dirais, journalière de Hamida. C'est-à-dire, vous vous rendez compte ce que c'est que ça. Alors, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça permet, puisqu'on s'y prend avant d'aller faire Netilat Yadayim, de réussir, parce que sinon, des fois, on est énervé ou bien on est déçu qu'il y en a qui commencent tout de suite à parler ça. Une fois que tu lui as dit, toi, tu es avec ta ferveur, et puis si les autres ils font, mais en tout cas, tu l'as dit et tu permets aussi à d'autres gens de le faire, si Dieu veut, pendant le Seder. C'est-à-dire, et comme maintenant, inchatiquement parlant, c'est quelqu'un qui dit, ah, maintenant je m'en souviens, après avoir fait Netilat Yadayim, avant de faire Motzi, au niveau de la halacha, comme le fait que les Sfaradim chantent Shabbat, Poter Hatyadecha, le Mifsarifta, ou bien on peut demander du sel, etc., même après, mais la vérité, mais on peut aussi dire les choses à ce moment-là. Au niveau de la halacha, si on a oublié de le dire avant, bien entendu, il vaut mieux avant. Alors, je vous avais dit à la fin du cours qu'on parlerait du shiur. Vous vous souvenez?
de Achilat Matzah. Alors, j'imagine qu'il y a dans d'autres cours, mais je vais vous donner quelques points importants et je vais passer dessus en vitesse. On a trois, a priori, on a trois kazaït qu'il faut manger de matzah le soir du Seder. Le premier kazaït, c'est motzi matzah. Le deuxième, c'est le korer, c'est le sandwich de Hillel. Et le troisième, c'est la afikoman. Alors, il y a dans le Shulchan Aruch marqué que comme on dit motzi matzah, qu'il faut manger un kazaït pour le motzi, un kazaït pour la matzah. Tous les grands commentateurs, Ashkenaz et Sfarad, se sont étonnés sur le Maran, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a dit ça dans le Shulchan Aruch. Ils ont dit, pourquoi tu as besoin de deux kazaït? C'est nulle part marqué dans le texte de la Mishnah, de la Gemara, etc. Il y a toujours marqué Shama she'achal kazaït, c'est-à-dire qu'il faut manger un kazaït, pas deux kazaït. Donc, ils se sont étonnés, et c'est pour ça que on va faire le minimum maximum, c'est-à-dire, si quelqu'un a mangé qu'un kazaït, qu'il soit tranquille. S'il veut faire le chumraj, de faire deux kazaït, je vais tout de suite vous expliquer comment faire. Mais disons qu'en gros, donc, on a celui-là, on a celui du korer. Korer, c'est le sandwich d'Hillel, où il y a aussi de la matzah, et on a celui de afikoman à la fin du repas. Le deuxième principe qui est important, c'est que le seul qui est minatora, c'est celui de matzah, pas motzi. Motzi, c'est aucune obligation de manger un kazaït a priori minatora. Il y a même une remise en question du fait de l'obligation de manger un kazaït par le Mishnah Berurah, qui d'habitude est un mahmir, mais là il pose la question, le Chafetz Chaim. Et même s'il faut, c'est un kazaït des Rabbanan. Rabbanan, ça ne veut pas dire qu'il faut manger des bananes, c'est que c'est des décrets rabbiniques. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément. Parce que, comme je vous ai dit, le fait de penser, et ça vous allez comprendre, si vous voulez, l'inquiétude des gens qui s'inquiètent de bien faire la mitzvah. Il y en a qui s'inquiètent de le faire avec beaucoup de ferveur, et il y en a qui s'inquiètent d'être sûrs qu'ils ont mangé la quantité. Et là, de là est née une espèce de nervosité, si vous voulez, orthodoxe, d'être sûr qu'on a mangé un chiour, c'est-à-dire qu'on a mangé un vrai kazaït. Et sont nés de là des chumrot sur des chumrot sur des chumrot sur des chumrot. D'où ça vient? De la conscience réelle que c'est la seule fois de l'année, donc on va être sûr qu'on l'a mangé. Alors, bien entendu, je vous ai dessiné une olive ici, parce que le minimum où, si par exemple quelqu'un serait en mauvaise santé et saurait qu'il ne peut pas manger plus, ou il est allergique à la matzah, mais il peut manger, le minimum, une fois on a demandé au Chazon Ish, quelqu'un qui est malade, combien il doit manger de matzah, il a fait comme ça, vous voyez? C'est-à-dire il a montré le bout du pouce. Ça veut dire quoi? Il a montré la taille d'une olive bénonite, c'est-à-dire telle qu'on trouve dans les olives standards, dans les boîtes d'olives. Vous voyez celle que j'ai dessinée ici? Parce que la Gemara dit que c'est la zaït bénoni, parce que la plus petite, c'est ce qu'on appelle les zaït souris, pour ceux qui connaissent, les syriennes, qui sont plus petites et plus huilées. Et puis il y a les grandes comme les manzalino, etc. Mais non, manzalino, je crois que c'est celle-là où il y a les plus grandes, non, c'est les plus grosses. Celle-là, c'est ce qu'on appelle le benoni. Donc, Meïk Paradine, quelqu'un qui ne peut pas plus et qui mange ça, il est considéré comme ayant fait la mitzvah minatora. Mais comme on peut plus, et qu'il y a énormément de discussions dans la Torah à propos du kazaït, à propos de toute la Torah, c'est pas seulement sur la matzah de Pessah, donc il y a plein d'opinions. Alors, si c'est une mitzvah minatora, on va essayer quand même de faire d'être sûr qu'on fait le minimum du bien, ou pour certains le maximum du bien. Si c'est midrabanan, alors on baisse la pression pour tous les commentateurs. Et c'est pour ça que le seul kazaït pour lequel on va faire un effort, si on peut, de manger, on peut dire un maximum au moins du minimum, c'est celui de la matzah. C'est-à-dire ce kazaït, de cette matzah du milieu qui était cassée, bien entendu on en rajoute, qu'on mange à couder au moment de motzi matzah. Alors, c'est quoi un kazaït normal? C'est la taille d'une boîte d'allumettes. Vous voyez, il y a marqué Shiye Chag Sameach dessus. C'est-à-dire, c'est la taille d'une boîte d'allumettes, de la taille des boîtes d'allumettes. Tout est volumique. Il y a chez Rav Ovadia du poids. C'est un très grave problème sur l'enseignement de Rav Ovadia. Aucun Rav n'est d'accord avec lui parce que le poids volumique change pour chaque matière. On laisse tomber Rav Ovadia là-dessus et on va d'après le Rambam, d'après tous les Gdolei Poskim, Ashkenazim, Sfaradim, c'est un volume. Donc le volume, c'est le volume comme ça.
Et on considère, après toutes les évolutions halachiques, que c'est la moitié de la taille d'un œuf, tel que les œufs standards médium M sont vendus aujourd'hui, par exemple en Israël. La taille d'un œuf normal, la moitié, c'est un kazaït, et je l'ai mesuré moi-même personnellement dans ma bouche. Une boîte d'allumettes en volumique, c'est exactement la moitié du volume d'un œuf. Donc, je vous garantis que c'est vrai. Et alors, comment on arrive? Ensuite, on part du principe comme référence, on parle des matzot carrés, mechona israéliennes, parce que toutes les matzot israéliennes, elles sont carrées, elles ont la même taille. Vous savez, en France, il y avait des matzot plus grandes, et puis il y avait des matzot rondes, par exemple. Vous savez qu'il y en avait qui mangeaient les galettes d'agen. Mais on n'a plus le droit de les manger. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit être rassasié, et tu restes à jeun. Et donc, et en tout cas, quand on parle de matzot, là, c'est la référence, les matzot yad, qui sont fines, ont plus ou moins la même taille épaisseur que les matzot mechona, en gros plus ou moins. Alors, une matzah, elle fait entre machines, elle fait environ 32 grammes. Un kazaï de Raïta, vous pouvez lire le Chazon Ish, mais je vous donne que le Grachnae. Le Grachnae, c'était un grand posek Yerushalmi d'il y a une centaine d'années, qui a fait de l'ordre dans tout ça et qui est accepté par tous les gens qui ne sont pas mahmirim, c'est-à-dire les Chazon Ish, etc., Bnei Brak qui sont mahmirim, mais les gens normaux, Ashkenaz ou Sfarad, ils vont en gros, bien entendu, il y a des petites discussions comme le Grachnae. Donc si vous faites comme Grachnae, vous êtes normal. Et ce que j'ai pris, c'est d'un Rav, le Rav de Gdoumim, Rav Alevi, j'ai pris comme référence le cours qu'il a donné, mais vous retrouverez ça dans le Pnimei Halacha, dans les autres cours, etc. Environ un tiers de matzah, c'est 9 grammes de cette matzah au niveau du poids volumique. 3 fois 9, 27, donc c'est un peu plus si vous voulez. C'est environ un tiers de matzah, c'est un kazaï de Horaïta. Un kazaï de Rabbanan, c'est environ un cinquième de matzah. Si je vous expliquais pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, comme je vous ai dit, on en a pour 3 heures de cours, donc laissez tomber, c'est des problèmes d'érudition, c'est environ 6 grammes. Donc faites le calcul, 9 grammes plus 6 grammes, ça fait 15 grammes, 15 fois 2, ça fait 30. En fait, c'est un tout petit peu plus qu'un cinquième, c'est entre un cinquième et un quatrième. Donc si vous prenez l'équivalent d'une demi-matzah mechona, c'est-à-dire une matzah machine israélienne, pas de Vaslon. Celles de Vaslon, elles sont beaucoup plus grandes. Ouais, c'est un 33 tours et un 45 tours carré. Mais si vous prenez, tout le monde aujourd'hui connaît les tailles, si vous prenez l'équivalent, je ne parle pas de nouveau des matzot sfaradiotes épaisses, mais je parle des matzot fines, quelle que soit leur origine. Alors si vous mangez au moment de motzi matzah, à coudée, si vous mangez une demi-matzah, l'équivalent d'une demi-matzah, si vous avez des matzot carrés ou des matzot rondes, yad, d'accord, faites à la main qui est bien entendu beaucoup mieux, l'équivalent d'une demi-matzah carrée, vous avez fait 2 kazaïtes selon le nek plus ultra. Donc vous êtes yotse comme il faut. C'est pas très difficile de manger une demi-matzah. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas envie, ou il y a d'autres gens qui n'ont pas un même koach, alors un tiers de matzah, ils ont mangé un kazaït minatora et ils n'ont pas fait la chumra de Rabbi Yosef Karo de dire qu'il faut en faire en plus encore un deuxième kazaït pour le motzi. C'est pas grave, c'est tout à fait ok. C'est-à-dire que, je résume, entre un tiers de matzah, c'est, on dirait, le minimum parce que c'est une mitzvah minatora, et une demi-matzah, c'est pas le maximum, c'est le normal. C'est-à-dire, c'est bien. Du coup aussi, pour le korech, il suffit de manger un tiers de matzah, et pour la afikoman, un tiers de matzah. Il y a des rabbanim qui sont encore plus mekilim, donc jusqu'à la taille de l'olive, mais donc comme ça, vous êtes tout à fait ok. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions là-dessus, je continue. Maintenant, il y a un deuxième point, qui est très important, c'est qu'on n'est pas obligé de s'étouffer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger tout ensemble. C'est vrai qu'il y a marqué, et que si on peut, le Shulchan Aruch dit, manger 2 kazetim, et si on peut, on les met ensemble dans la bouche. Or, si vous prenez une demi-matzah, même si vous la coupez, c'est impossible. Je vois Hélène qui fait des grands yeux, bien entendu, parce que eux, ils mangeaient moins. Ils mangeaient la taille d'une olive, ou peut-être la taille d'un truc. Il y a marqué que dans la bouche, on peut mettre la taille d'un œuf. Je l'ai vérifié, c'est exact. Mais seulement bon, c'est vraiment, on va s'étouffer avec ça. Donc, en fait, et en plus, pire que ça, si on mange de manière anormale, on n'est pas yossé de la mitzvah. Ça s'appelle achila gassa.
C'est-à-dire, c'est pas une mitzvah, c'est une avera de manger achila gassa. C'est-à-dire de manger de s'empiffrer. C'est-à-dire, il faut manger comme un roi. Et un roi, il mange, il déguste, il mange tout doucement, c'est raffiné, c'est gastronomique, il goûte un petit morceau, c'est délicieux, etc. Donc, il faut absolument, si jamais on mange la taille d'une olive, on peut la mettre une fois dans la bouche. Si on mange un tiers de matzah ou une demi-matzah, il faut la manger tranquillement. Alors, d'un autre côté, on vous dit qu'il faut la manger birde achilat pras. Et on vous dit birde achilat pras, c'est 2 minutes, 3 minutes, 7 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Alors, je vous explique une chose qui est très importante que vous devez retenir. C'est que le achilat pras, c'est le temps d'un repas à propos de toutes sortes de sujets dans la Torah. Comme par exemple le din d'un metzora, d'un lépreux. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, vous compreniez que c'est des sujets qui n'ont aucun rapport, mais c'est quelque chose qui est global dans toute la Torah. C'est-à-dire, achilat pras, c'est le temps qu'il faut pour manger un repas. Or, la Gemara a demandé, c'est quoi ton repas? Elle a dit, c'est de manger un morceau de pain qui est fait, selon l'opinion la plus stricte, le khumra, c'est pour ça que j'ai marqué le khumra, de la taille de 3 œufs. C'est-à-dire que c'est ça un repas. Un repas, c'est de prendre le poids le volume de 3 œufs et de manger du pain de cette quantité. C'est par exemple ce que font les Arabes quand vous les voyez, ils travaillent, ils s'arrêtent, ils prennent des pitotes ou un pain d'angel avec du hummus et ils mangent comme ça. Alors le repas, c'est la taille, c'est pas mal. Vous imaginez 3 œufs en volume, d'accord? Ça, c'est la taille d'un repas. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit? Il faut manger la quantité d'un demi-œuf dans le temps où on mange 3 œufs en volume. D'accord? Si, quand les Chachamim ont traduit le volume ou le poids de la matzah en exagérant, et ont traduit le temps de pras en exagérant le khumra dans l'autre sens, et qui sont arrivés au fait qu'il faudrait manger, je sais pas, une matzah entière en 2 minutes, il y a un très grave problème. Quel est le grave problème? C'est que la source des deux halachot est la même. C'est le volume de l'olive et le volume de l'œuf. Vous avez compris? C'est-à-dire que la référence des deux lois sont la même. C'est qu'est-ce que c'est qu'une olive et qu'est-ce que c'est qu'un œuf. Or là-dessus, on est tout à fait d'accord. Si jamais tu prends le khumra des deux côtés, alors en fin de compte, tu crées une contradiction interne. C'est que tu as décidé que tes œufs étaient grands à un moment et qu'ils étaient petits à l'autre moment. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que, ouais, vous avez compris ou non? C'est-à-dire que si ça te prend 12 minutes pour manger 3 œufs, alors ça te prend, divisé par 6, 2 minutes pour manger un kazaït. Si ça te prend 6 minutes pour manger 3 œufs, alors ça te prend 1 minute pour manger un kazaït. Si tu me dis que tu dois manger en 6 minutes, mais que tu manges une quantité qui est de 6 œufs, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton système. Alors là, c'est une Gemara qui est marquée. C'est que si tu fais des chumrot de 2 opinions qui sont basées sur le même principe de base, d'accord? C'est pas que tu fais une chumra d'un côté sur le lula et de l'autre côté sur la matzah, mais tu fais des chumrot sur 2 sujets dans lesquels le principe de base est le même et que du coup tu es en contradiction. Alav demar vaxilim bachosher yelechu. La Gemara dit dans Moed Katan, si mes souvenirs sont bons, sur lui on dit que les imbéciles vont dans l'obscurité. Vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? C'est-à-dire que quand tu prends le même principe, que tu l'appliques à droite et à gauche, oui, j'écoute. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que si on part du principe que pour manger un œuf, ça prenait 6 minutes, par exemple, ouais. Alors forcément, on parle d'un œuf qui est gros. Voilà. On ne peut pas parler d'un œuf qui est tout petit. C'est ça que tu veux dire. Quand tu voilà, et que si tu décides pour le temps que ça prend 6 minutes, alors un kazaït, ça te prend 3 minutes. Si tu décides que ton œuf, ça te prend 3 minutes, un kazaït, ça te prend 1 minute et demie. Tu ne peux pas dire tout d'un coup qu'il faut manger 1 minute et demie, une quantité qui est bassof comme 6 œufs. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je reviens au fondement de la Torah de Manitou. C'est quoi? C'est que Rivdo et Hashem besimcha. Les choses, il faut les faire, mais il faut les faire non pas, il faut les faire intelligemment avec joie. Maintenant, je vous donne la halakha le psuka, la halakha le maaseh. Pour être en porte-à-faux dans le temps, ce serait quelqu'un qui mangerait 6 fois moins vite que quelqu'un de normal. Vous avez compris ce que je veux dire? Puisque un kazaït, c'est le 6e du temps de Achilat Pras, pour manger pas assez vite, il faudrait manger 6 fois moins vite que quelqu'un de normal.
D'accord? Donc, si vous mangez normalement, vous n'avez pas besoin de regarder ni votre montre, ni votre pèse matzah. Si vous mangez normalement, c'est sûr que vous allez manger dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que le temps va se rallonger en fonction de la quantité que vous mangez. Par exemple, si on dit que le temps de kazaït birchei achilat pras c'est 4 minutes, si vous avez décidé de manger 2 kazaït, alors vous avez 8 minutes, vous n'avez pas 4 minutes, puisque on vous a dit de manger 2 kazaït. Alors, il y a beaucoup de livres où il y a marqué non, il faut manger 2 kazaït, et puis ils ont oublié de dire que du coup, ça prend 2 fois le temps. On ne peut pas faire les chumrot de tous les côtés. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de manger avec plaisir et avec amour votre matzah. Vous regardez en gros que ça fait la quantité que je vous ai donnée, d'accord, le tiers ou la moitié. Si vous vous sentez de manger plus parce que vous aimez la mitzvah et vous aimez la matzah, vous mangez plus ou vous voulez encore penser à des choses qui sont liées au niveau rouchani pendant ce temps-là, vous êtes accoudé, vous mangez, vous regardez le ciel et vous réfléchissez à tous les problèmes de la liberté et de la relation avec Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé au moment de la sortie d'Égypte. Et puis vous mangez tranquillement. Si vous mangez normalement, c'est impossible que vous preniez plus de temps que Achilat Pras. Vous avez compris? Il faut manger 6 fois moins vite pour entrer dans un doute de savoir si vous avez mangé Kazaït Birchei Achilat Pras. Est-ce que c'était clair? Oui. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est Oved et Hashem Besimcha, et normalement, sans faire des homot qui servent à rien, et je vous promets que vous aurez fait la mitzvah comme il faut. Alors on passe à la suite, le maror. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le maror? On va manger après la matzah, on va manger quelque chose? Oui, bien sûr. J'ai entendu que la mitzvah de 2 étimes pour Motzi Matzah, c'est seulement le Orech HaSeder. Les autres ne sont pas obligés. Oui, parce qu'en fait, ils disent que dans la mesure... Mais tout ça, c'est des solutions pour ne pas déplaire au Shulchan Aruch et puis pour le vider de son sens. La vérité, ni l'Orech HaSeder, ni personne. J'imagine que c'est un Rav qui a dit ça. Un Rav Uricherki, il a dit que comme on mange pas des matzot du truc, mais qu'on en prend d'autres, alors c'est plus la matzah du motif, c'est plus la matzah du matzah, on reçoit un tout petit morceau et le reste on rajoute, donc on n'est plus obligé. Il y a toutes sortes de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est comme ça. Si vous mangez un tiers, vous êtes réglo sans le Shulchan Aruch. Si vous mangez une demi, vous êtes réglo avec le Shulchan Aruch. Si vous vous sentez bien avec ça, et vous n'avez pas peur ni d'indigestion, ni de rien, comme c'est le premier, faites-le. Et sinon, ne le faites pas. C'est-à-dire manger un tiers. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, y compris le Orech HaSeder. Mais bien entendu, chacun, il a ses solutions pour résoudre les problèmes. Vous savez, la Torah, elle est dynamique. Et de nouveau, comme là, il y a une espèce de bague, que le Shulchan Aruch a dit quelque chose et que tous les Godolim après sont pas d'accord avec lui, alors pour pas déplaire, il y a toutes sortes de propositions. Maintenant, on passe au maror. Le maror, comme je vous ai dit, c'est aussi une mitzvah de consommation qui, si le temple était construit, serait Minatora, et aujourd'hui, en souvenir, elle est Midrabanan. Mais c'est quand même hyper important. Alors, c'est quoi le maror? Alors, il y a une Mishnah. J'ai pris le Mishnah Torah parce que j'ai pas la Mishnah traduite, qui dit comme ça: les herbes amères évoquées dans la Torah sont les suivantes: la laitue, les endives, le cerfeuil, le panico, l'armoire amère. Chacune de cette espèce végétale s'appelle maror. Maintenant, ça, c'est pas exactement ce qui est marqué dans la Mishnah, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris le Mishnah Torah à cause de la traduction. Maintenant, dans la Mishnah, il y a 5 sortes. Le Maharal, tout d'abord, dit quelque chose de très beau. Il y a aussi 5 sortes de céréales qui sont, avec lesquelles on peut faire les matzot. Vous savez, Hameshet Mine Dagan, les sortes de céréales qui sont cachères, avec lesquelles on fait motzi, du pain, et avec lesquelles on fait de la matzah. Il dit pourquoi? Parce que le maror, c'est l'exil, et la matzah, c'est la geoula. Et il y a Akadosh Baruch Hu Otzi Otanu Beyad Hazaka ou Vizroa Netuya. C'est-à-dire qu'une main, c'était pour le bien, pour sauver, et l'autre, c'était pour rendre à la vie amère aux Égyptiens. Des Chesed Vegvura. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre, ça fait 10. Et c'est pour ça que la Mishnah a énuméré 5 sortes de maror et 5 sortes de produits avec lesquels on peut faire le maror et 5 sortes avec on peut faire la matzah. Maintenant, vous voyez, il y a marqué Hazeret, Ulshin, et maror. La traduction, qui est celle de Chabad, des 3 derniers, n'est absolument pas garantie. Personne ne sait exactement ce que c'est, bien que la Gemara donne une traduction en araméen. Par contre, Ulshin, c'est plus ou moins accepté, c'est les endives, ça c'est ok. Et Chazeret, c'est surtout pas du réfort. C'est-à-dire que ceux qui vont acheter de la Chazeret aujourd'hui et pensent en hébreu moderne que c'est du réfort,
Mais c'est pas vrai. Si déjà, c'est possible que le réfort, c'est ce qu'on appelle le tamra. C'est ce que certains proposent, mais d'autres disent que le réfort ne fait pas partie de la liste des herbes amères. Ce qui est sûr pour nous, c'est les deux premiers, les endives et le chazeret. Or, qu'est-ce que c'est la chazeret? Marqué dans Rashi, Rashi dit lituga. Pourquoi est-ce que c'est arrivé en italien et pas en français? Moshe Katan, qui s'est occupé des glosses de Rashi, a expliqué pourquoi. Dans les transmissions des traductions de Rashi, il y en a qui sont passés par l'Italie, et donc au lieu de marquer laitue, c'est lituga. Mais en fait, pour nous, c'est de la laitue. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on mange de la laitue? Parce que le soir du Seder, les Égyptiens ont laitue. Et donc, c'est comme ça. Mais en tout cas, dans toutes les traductions exactes et dans ceux qui sont occupés de ces recherches sur identifier ce que veut dire le mot chazeret, il n'y a aucune mahloket de tous les grands rabbanim que le mot chazeret veut dire de la laitue. Vous voyez, c'est celle qui est ici que vous voyez. De la laitue, en français, on appelle ça la laitue, la romaine. Vous vous souvenez de la romaine? Alors, c'est intéressant. Parce qu'en hébreu, on l'appelle la hassa aravite, et en français, on appelle ça de la salade romaine. Et pourquoi? Parce que c'est en souvenir de l'amertume de ceux qui nous ont oppressés. Et dans le monde ashkénaze, c'est les Romains, et dans le monde séfarade, c'est les Arabes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la laitue romaine ou la laitue arabe. Chazeret, c'est réfort. Non, non. Ça, c'est une erreur de Ben Yehuda. Le chazeret est marqué dans la Mishnah et dans toutes les traductions des Gdolé Israël depuis de tout temps. Et tu peux regarder cette Mishnah, elle est dans le deuxième chapitre de Masechet Psachim, c'est marqué dans Rashi Lituga. Tu peux regarder celui qui s'est occupé de ça au niveau botanique. C'est pour ça qu'elle est romaine. Voilà. Alors, tu fais quoi du minag? Il le dit en italien parce que c'est la romaine. Voilà, il a fait Meot, Kol HaKavod. Tous les chemins mènent à la romaine. Alors, oui. Tu fais quoi du minag? Tu fais quoi du minag ashkénaze, du réfort? Alors voilà, ce qu'on fait, c'est comme ça. C'est que on mange, depuis que je sais ça, avant, quand j'étais jeune, dans la table de mes parents, on mangeait que du réfort, on mettait pas de salade, de la romaine, on mettait pas de laitue, en fait, sur la table du Seder, on connaissait pas ça. Mais depuis que j'ai appris la halakha, j'ai remis les choses parce que la Gemara dit pas seulement ça, elle insiste sur le fait que la liste n'est pas stam une liste, pas comme c'est marqué dans le Rambam, chacune des 5 espèces, mais que c'est une liste par ordre de préférence. C'est-à-dire que si on a de la laitue, on ne doit pas prendre d'endives, si on a des endives, on ne doit pas prendre tamra, etc., etc. Donc, c'est la Gemara le marque, c'est-à-dire c'est la halakha, on doit prendre en préférence. Depuis ce jour-là, je prends la laitue, et pour pas perdre les coutumes, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait le korer, à ce moment-là, on met du réfort. C'est-à-dire que comme le korer c'est midra banane en souvenir, etc., alors on ne fait pas la bracha dessus, on ne mange pas un kazaï d'or. C'est impossible de manger un kazaï de réfort s'il est encore fort, d'accord? Et donc, c'est difficile. S'il est vraiment fort, manger un kazaï, c'est très difficile. Et donc, on le met dedans, et du coup, on a le goût de ce qu'on avait à la maison, etc. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, on le met sur le plat du seder, je vous avais montré. C'est-à-dire qu'il y a maror et chazeret. C'est-à-dire, il y a les deux, il y a la laitue, et ensuite il y a le réfort. Pour les Sfaradim, bien entendu, c'est pas la peine d'introduire le réfort. Les grands poskim, les Sfaradim, comme le Chacham Tzvi, a dénoncé ce minag comme un minag qui était un minag d'erreur. Donc pour les Sfaradim, c'est une erreur. Pour nous, les Ashkenazim, c'est ce qu'on faisait à la maison. Donc on va le garder en souvenir, etc. Mais je vous conseille de ramener quoi, le panico? J'en sais rien, j'ai aucune idée. Et l'armoire armoise? Mais je sais pas non plus, j'ai fait du copie-coller de Chabad. Non, mais la laitue et la romaine, ce sont deux espèces différentes de salade. Hein, on est d'accord. C'est quoi ça? Ça, c'est une romaine. Verte quand même. Oui, mais ce sont deux espèces différentes, c'est pas la même chose. Oui, c'est une romaine. Pas la même salade. La laitue, elle est plus formée avec des feuilles plus rondes. Oui. Ok, mais disons que les deux sont cachères. Quoi qu'il en soit, toutes les sortes de salades sont cachères. Et comme j'ai dit, la laitue, peut-être que je me suis trompé, chassa aravit, c'est peut-être... Non, mais la chassa aravit, c'est aussi celle-là. Oui, c'est la même. Donc c'est celle-là qui est mentionnée par les poskim pour dire. Alors, la Gemara demande, écoutez-moi bien, parce que maintenant on est arrivé au point important. La Gemara demande, dans le même daf de Gemara, elle demande pourquoi est-ce que tu préfères la laitue?
Elle dit parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la laitue, on la mange pas quand elle est montée. On la mange quand elle est en feuille. C'est-à-dire, comme je vous ai montré ici dans la photo. Parce que pour ceux qui ont fait de l'agriculture, vous savez qu'après elle monte, toutes les feuilles sont l'une au-dessus de l'autre, et on a un pissenlit, c'est-à-dire on a des petites feuilles, des fleurs jaunes qui montent tout en haut. Et à ce moment-là, les feuilles sont extrêmement amères. À l'intérieur de la tige, on a ce liquide blanc, cette sève blanche, et la tige devient dure. Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. Dans le Bavli ou dans le Yerushalmi, elle dit plus ou moins la même chose. Elle dit, tu sais pourquoi on la mange quand elle est tellement douce, etc. Parce qu'au début de l'exil d'Égypte, il était doux. Le paix était doux. Les Égyptiens nous parlaient gentiment, venez travailler, on va vous payer, et puis installez-vous et mariez-vous avec nous, etc. Et c'est cette galoute douce qui a fini, dans le langage de Manitou, en catastrophe ou en amertume. Et elle dit quelque chose de plus fort. C'est qu'elle dit, tu dois manger la laitue quand elle est douce. Et c'est pour ça qu'elle préfère la laitue à toutes les autres herbes amères qui sont amères immédiatement. Parce que quand est-ce que l'exil est dangereux? Pas quand il est dur, quand il est doux. Quand l'exil est doux et sucré, c'est à ce moment-là que le peuple juif est en danger de s'installer dans l'exil. C'était l'histoire des Égyptiens, d'accord, du peuple juif en Égypte à l'époque de Yosef. Alors souvenez-vous, quand on mange de la laitue, c'est parce qu'on mange du maror quand il est encore doux, pour se souvenir de cet enseignement-là. C'est-à-dire, alors ça, c'est marqué dans la Gemara, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bavli, Yerushalmi, chacun le dit un petit peu différent. Quoi? Je connaissais pas du tout, Khazak. Baruch Si tu as la source, tu m'enverras après le cours. Quoi? La source, c'est la Gemara. Et puis, il y a un autre cours que j'ai fait il y a 20 ans. C'est-à-dire, non, mais c'est marqué dans la Gemara. Tu regarderas dans le texte de la Gemara. Bavli, Yerushalmi sur la même Mishnah. C'est-à-dire, donc on continue. Alors, combien on mange? Une grande feuille, j'ai vu que dans le cours, une grande feuille de laitue, c'est-à-dire, ça fait un kazaït. C'est-à-dire, n'oubliez pas que c'est un kazaït de Rabbanan de notre temps. Donc, vous prenez une feuille et vous le mangez. Bien entendu, après, dans le Korer, c'est un petit peu moins important. On peut faire un peu plus petit, mais une feuille de salade extérieure, comme ça, comme on la voit dans la photo, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de problème. Et juste, vous savez que la salade, on appelle ça de la verdure. Ouais, elle est verte. Alors, il y a un point important, c'est que c'est une mitzvah manger de la salade verte, mais c'est pas important de manger des vers dans la verte. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est interdit. Donc, bien qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur tout ce qui est pesticides, etc., et les salades de Gush Katif, il y a dedans, bien qu'ils font de plus en plus attention à ça, mais il y a encore quand même des produits, les gens qui aiment les produits complètement naturels, le Gush Katif n'est pas complètement naturel, mais quand on mange de la salade une fois par an à Pessah et même toute l'année, c'est pas la peine de manger toutes les petites bêtes qui sont dedans. Et il y en a. Donc, ou bien vous êtes prêt à la vérifier comme on le faisait quand on était jeune, ou bien sinon, et franchement, ça vaut pas le coup, sinon vous achetez Gush Katif, vous donnez la parnassa à des bons juifs qui sont Shomer Torah Mitzvot, une grande partie sont des gens qui habitaient eux-mêmes dans le Gush Katif, donc vous faites une grande mitzvah, et en plus vous faites une grande mitzvah de pas manger de toutes ces petites bêtes qui se trouvent dans la salade, et là-bas il n'y en a pas, donc c'est un point aussi important. Alors on continue. Ah, et ceci dit, si vous n'avez pas, prenez des endives, parce que c'est le deuxième de la liste, et dans les endives, les rabbanim disent qu'il n'y a pas de problème de bêtes dans les endives. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les endives ça pousse en Belgique, et que les Verts n'aiment pas les Belges, ou les Belges n'aiment pas les Verts, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous êtes en Chutz-Laaretz et que vous n'avez pas de salade Gush Katif, alors il vaut mieux préférer les endives. De nouveau, il y a la même idée, les endives, ils sont douces aussi, quand ils sont en fleurs, ils sont un peu relativement douces, donc c'est pas mal. Alors, on passe après au rythme du Seder. Alors ça, c'est un autre cours que je vous ai fait aussi les années d'avant. Maintenant qu'on n'a pas... Ah non, excusez-moi, encore une chose importante, avant de continuer, c'est sur le Korer. Alors vous vous souvenez, on a mangé la matzah, on a mangé le maror, et après on va manger le sandwich de Hillel, Seulement, on a un petit problème. Quel est le problème? C'est que dans la Torah, c'est déjà marqué qu'on devait manger le Korban Pessah avec les matzot et le merorim. Yoëlla, elle a demandé une question tout à l'heure, tu as demandé. La vérité, c'est que la réponse, elle est marquée dans la Torah. Ta question,
Alors, je m'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des shiurim dessus. C'est que on mange pas les matzot du soir du Seder parce que les enfants d'Israël sont sortis en vitesse le matin et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. On le mange, comme on a vu la semaine dernière, parce que la Torah a dit, je vais peut-être reprendre le passage pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. J'ai effacé le passouk. Voilà. V'achlu et habassar balayla azetzliesh umatzot al-merorim yochlu. Et ce passouk est répété dans Parashat Be'alotra. C'est-à-dire que quand on mange le korban Pessah, on le mange avec la matzah et du maror. Et les enfants d'Israël, avant d'être sortis d'Égypte, avant d'avoir eu le temps de se dépêcher pour ne pas avoir eu le temps de faire des matzot, ont préparé des matzot pendant le temps qu'il fallait. Ça faisait 3 mois qu'ils étaient en train de préparer des matzot, comme disait Yoéla. D'accord? Non, pas 3 mois, 2 semaines. Depuis le 1er Nissan, Dieu leur a dit, préparez-vous, Odmeat, il y a le soir du Seder, et vous devez préparer le mouton, vous devez préparer les matzot, et vous devez préparer les maror. Et ça faisait 2 semaines qu'ils étaient en train de préparer tout ça. Et ils savaient que le soir du Seder, il ferait. D'après le Harizal, et ce cours est enseigné par Manitou, le Seder du soir du Seder, c'est le Seder des Hébreux, et le Seder de s'être dépêché de ne pas avoir eu le temps, c'est le Seder du Erev Rav. C'est-à-dire ceux qui sont partis dans la précipitation et qui n'ont pas eu le temps, c'est pas ceux qui étaient assis le soir. C'est ceux qui, quand les portes de l'exil ou des camps de concentration se sont ouverts au matin, se sont dépêchés, et ce n'étaient pas les Juifs, ce n'étaient pas les Hébreux, c'était le Erev Rav. Donc, la matzah de Chipazon du matin, c'est la matzah du Erev Rav. La matzah hébreu, c'est la matzah du soir du Seder, et celle était préparée avec toutes les kavanotes, avec toutes les préparations, a été mangée avec le korban Pessah et avec le maror, d'accord? Alors la question c'est comme ça, c'est marqué dans la Torah qu'il faut manger un sandwich. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait pas tout de suite? Pourquoi quand on fait motzi matzah, on mange pas tout de suite avec le maror? Alors vous savez qu'on peut pas manger avec l'agneau pascal parce qu'on n'a pas d'agneau pascal. Mais pourquoi ne pas le manger au moins avec le maror pour faire en souvenir de l'époque du temple? Alors la réponse de la Gemara, elle est que si jamais tu manges avec le maror, tu vas sentir le goût du maror, il va annuler, et le maror est de Rabbanan, il va annuler, ou en tout cas il va un petit peu prendre le pied sur le goût de la matzah, ce qui n'est pas totalement débile, parce que le goût du maror est plus fort, s'il est vraiment amer, que le goût de la matzah qui a un goût relativement neutre. Or, comme la matzah, tu dois sentir son goût minatora, c'est-à-dire c'est un goût de la Torah, une obligation Torah, et que le maror est de Rabbanan, on ne peut pas se permettre. Ça veut dire que du côté de la Torah, on n'est pas obligé de manger du maror, donc on va empiéter sur le goût de la matzah. C'est pour ça qu'on ne les mange pas tous les deux ensemble. Et du coup, on mange la matzah tout seul, le maror tout seul, et puis après, on se dit, mais si le temple existait, le maror serait minatora, l'agneau pascal serait minatora, la matzah serait minatora, et on les aurait mangés tous les 3 ensemble. Et c'est pour ça que on fait en souvenir de ce qui se passait au temple, comme Hillel l'a dit. Mais ce qui est important, c'est pas Hillel, c'est de se souvenir que quand le temple sera reconstruit, comme les 3 mitzvot seront tous les 3 minatora, on les mangera de nouveau ensemble, ce qu'on n'a pas le droit de faire actuellement. Vous avez compris le principe? Alors, je voudrais dire quelque chose qui est, de ce point de vue-là, très important. C'est quoi qu'est-ce qui est très important? C'est de prendre conscience, de nouveau, qu'on n'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'est pas normal. Si on était normal, on pourrait faire la synthèse entre toutes les dimensions de la sortie d'Égypte. Alors, les 3 dimensions, j'ai écrit dans un autre cours, j'ai enseigné une autre fois. Non seulement on doit manger les 3 ensemble, mais du coup, on doit aussi dire les 3 ensemble. C'est ce que dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, à la fin du Seder, dit « Kol shelo amar shlosha dvarim » celui qui n'a pas dit ces 3 choses, il n'a pas fait la mitzvah de la Haggadah. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Pisah, je prononce à l'ashkenaz, Pisah, Matzah ou Maror. C'est comme ça qu'on disait chez nous. Alors donc, Pesach, Matzah ou Maror. Mais pourquoi Rabban Gamliel dit qu'il faut dire les 3 choses? Parce que le Pesach, c'est-à-dire lorsque tu as la matzah, le maror et le Pessah posés devant toi, lorsqu'on est normal en temps du temple, pour que la chose soit complète, elle doit être dans la réalité, dans la pensée et dans la parole. Marshava, Dibur, Maaseh.
Alors, quand on pense et qu'on exprime, et qu'en plus on l'a devant soi et qu'on le mange, alors on a fait la shlemout de tout. Et surtout le soir du Seder, où toute la liberté, c'est d'exprimer dans la parole, puisque la parole était en exil. Donc, les signes de la sortie d'Égypte, tangibles, Besha Shematza ou Maror, Pesach Munachim Lefanam, Ba'avurze, alors il faut aussi qu'ils soient exprimés dans la parole, et c'était ça le chidouche de Rabban Gamliel. Le chidouche de Rabban Gamliel, c'est qu'il disait, non seulement tu dois les manger tous les trois, mais tu dois aussi les dire tous les trois pour associer la parole avec l'acte. Alors pourquoi, c'est quoi ce triptyque tellement important? D'accord, je ne veux pas dire un mot de la religion des voisins d'un côté, c'est-à-dire c'est quoi ce 3 tellement important? D'accord? C'est la guerre de Troie, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est tellement important ces 3 choses? Alors j'ai l'habitude d'expliquer, mais de nouveau, après les questions, il y a plein de réponses. C'est que le Maroc, c'est la conscience de l'histoire d'Israël en Galout. Ça c'est marqué dans la Torah clairement. Parce que les Égyptiens ont été mémarères notre vie. Ils l'ont rendu amertume, d'accord? C'est-à-dire que ils ont rendu notre vie amère. C'est-à-dire quand tu manges le Maroc, tu ingurgites. Si c'était Minatora, ce serait tous les 3 ensemble. Tu ingurgites l'existentiel du peuple juif en exil. La matzah, c'est le pain de la liberté totale. C'est-à-dire que celle où tu es en situation de liberté. Et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Eh bien ça, c'est quelque chose en soi-même. Parce que c'est très difficile de passer de l'état d'exil à l'état de Géoula. Pour l'individu, ça s'appelle faire son aliyah. C'est-à-dire, et l'aliyah, ça prend pas 1 an, pas 3 ans, pas 6 ans, ça prend toute sa vie. Parce qu'il y a la aliyah gashmit, matérielle, et là il y a la aliyah rouchani, il y a l'intégration, etc., il y a tout ça. Pour le peuple juif, en sortant d'Égypte, ça a pris 40 ans, et ensuite 400 ans, jusqu'au moment où le temple a été construit par Shlomo HaMelech, avec tous les déboires qu'il y a eu entre-temps, etc. Pour la Géoula Shlema de notre temps, ça prendra aussi beaucoup de temps au niveau de l'histoire. Et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a trois valeurs. Et j'ai déjà expliqué à Purim à propos de la Dormita. Il y a le temps d'exil, il y a le temps de Géoula, et il y a le temps du passage. Et une fois, j'avais fait un cours où j'avais dit que la science du passage, c'est la patience du sage. C'est-à-dire qu'il faut avoir la sagesse d'avoir la patience de ne pas vouloir tout de suite Mashiach ou Shalom now, maintenant, immédiatement. Pourquoi? Parce que dans la vie, pour réussir un passage, eh bien, il faut avoir la patience de savoir que ça prend du temps. Et ça prend du temps, et il y a plein de choses. Alors, le miracle de la sortie d'Égypte, c'est que c'était immédiat, ce qu'on appelle le hipazon. C'est-à-dire que Dieu, il a fait le passover. C'est-à-dire qu'il est passé en 1 minute de l'état d'exil à l'état de Géoula. Mais c'est marqué clairement dans les sources rabbiniques que l'E'atid Lavo de notre temps, que dans la Géoula du temps futur, ça prendra le temps. C'est quoi le temps? C'est le temps de maturation pour que ce soit une Géoula chez les mains. Parce que la Géoula d'Égypte était immédiate, elle était divine, elle était extraordinaire, mais ça n'a pas marché tellement génialement à cause de ça aussi. Parce que, d'ailleurs, vous savez qu'il y avait aussi un problème d'urgence. Ripazon, c'est aussi un problème d'urgence à ce moment-là. Alors, il faut comprendre, quelle que soit la modalité, immédiate comme à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire très très rapide, ou bien au contraire, avec toute la patience, qu'on appelle Ani Rochev al-Chamo, c'est-à-dire avec la vitesse de l'âne, une bonne année, bonne santé, etc. C'est-à-dire la vitesse du processus, de la maturation du processus, quelle que soit la modalité, il y a une science du passage. Or, quel est l'objet au moment de la sortie d'Égypte du Passover? C'est l'agneau pascal, passera, pascal, c'est-à-dire c'est le passage. Donc, pourquoi on a besoin du triptyque des 3? On a besoin de savoir que être un juif à part entière au niveau de la Emouna, de Galout et de Géoula, c'est celui qui connaît, qui vit et qui ingurgite la Galout, la Géoula et le passage entre les deux. Et c'est ça ce que nous dit Rabban Gimel Yel. Gimel, c'est 3. Nachon Gamliel, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, il faut manger les 3 choses ensemble, c'est marqué dans la Torah, et il faut aussi dire les 3 choses ensemble, Kol Shulamar, Shloshat Dvarim Ele, Vatede Chovato, Pesach, Matzah, Maro. Malheureusement, de notre temps,
on peut le dire, mais on ne peut pas le vivre. Et pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas la connaissance de comment le passage de la Géoula va se faire, l'Eratid Lavo, de notre temps, on ne peut être que projeté dans le futur de l'espérance messianique, Minatora, et dans la consommation du maror, Midrabanan. Pourquoi on n'a pas besoin de manger le maror, Midrabanan? Pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'on le mange tous les jours quand on est en exil, parce qu'on vit l'amertume, donc on n'a pas besoin de le rajouter. Et deuxièmement, parce que, je vais le dire dans un sens que vous allez comprendre, le jour où le Mashiach sera venu, on comprendra toutes les souffrances de l'exil. Et donc, le maror redeviendra Midoraita. Vous avez compris? Parce qu'il aura son sens de la Torah. Tant qu'on n'est pas arrivé à la Geoula Shlema, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que l'amertume était tellement amère. Et c'est pour ça que si on ne sait pas, il ne peut pas être Doraita. Donc, le jour où on est sorti d'Égypte, on a compris a posteriori de la sortie pourquoi est-ce que l'amertume d'Égypte était amère. Parce qu'on avait et l'amertume, et le passage, et le projet futur réel. Et donc, les trois étaient Minatora. Donc maintenant, j'ai expliqué tout. C'est-à-dire que pourquoi on mange la matzah tout seul, et pourquoi on ne peut pas, de notre temps, les manger tous les trois ensemble. Parce que ce serait faire semblant d'être arrivé déjà dans le temps de Géoula de notre temps. Donc, on mange la matzah qui nous dit que l'espoir, la émouna, que la Géoula viendra, elle est Minatora. La matzah, c'est le pain de l'espérance de Géoula. Si on l'a vécu à l'époque de l'Égypte, la sortie d'Égypte, on va la vivre, et c'est ça qui fait que le peuple juif, pendant tout le temps d'exil, a survécu ou a vécu, c'est parce qu'il savait que Minatora, il y aurait un jour une Géoula. Et c'est ça le sens que la matzah est de Horaïta. Si on ne peut pas manger l'amertume avec, c'est parce qu'on n'a pas, on peut pas mélanger les deux choses. Et Bezrat Hashem, donc on mange l'amertume, et ensuite, on mange les deux ensemble, comme il est, dans la foi qu'un jour viendra et qu'on mangera tous les trois ensemble de nouveau, et qu'on comprendra, qu'on pourra en même temps expliquer, dire et manger tous les trois ensemble. Là, c'était le deuxième point qui vous donne aussi des marchavot, des réflexions quand on fait. Moi, personnellement, c'est comme ça que je suis mechaven. Donc, je mange. C'est-à-dire quand je mange le korer, quand je mange le maror, quand je mange la matzah, j'ai tout ça ensemble. Bien entendu, dans le korer, il faut penser à l'absent. Qui est l'absent? C'est le korban Pessah. C'est-à-dire que vous avez un sandwich où ce qui est le plus important, vous savez, dans l'hamburger, c'est l'hamburger qui est là, mais là, c'est le korban Pessah qui est au milieu, il n'est pas là. Alors, il me reste plus beaucoup de temps. Je vais terminer avec une dernière idée. Et en fait, j'ai un petit peu axé tout ça sur les choses qu'on consomme, qu'on mange le soir du Seder, mais pour donner le lien avec tout ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est-à-dire le sens, la kavana des choses. Alors, on a une première mitzvah, matzah, maror, Pessah qui est absent, mais les absents sont souvent les plus présents, et ensuite les 4 coupes de vin qui, en fait, qu'est-ce qu'ils nous donnent? L'année dernière, je vais donner un shiur dessus, mais ils nous donnent le rythme du Seder. Alors, vous savez qu'on a le Seder du Seder de Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, etc., qu'on chante, les 15 signes qui ont été écrits par Rabbi Samuel de Falaise. Ah, bonjour les passantins. Et donc, mais on a un signe de l'ordre du Seder qui a précédé ça et qu'il ne faut pas perdre, c'est les 4 coupes de vin. C'est-à-dire qu'en fait, la Haggadah, le soir du Seder, il a 4 chapitres. Et dans les 4 chapitres, il y a 15, où il a 4 tomes, 4 parties essentielles. Dedans, il y a 15 sous-chapitres qui sont le Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, etc. Alors, la division selon les 4 coupes de vin est encore plus belle, parce que c'est logique. Elle est Takanat Hachamim de l'époque du premier temple ou du deuxième temple, c'est-à-dire c'est en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachamim? Ils ont dit, je vais te diviser le Seder en 4, et pour que tu saches que tu passes d'un chapitre à l'autre, tu vas écoper un cos de vin, tu vas écouper, c'est-à-dire tu vas le couper avec un verre de vin. C'est pour ça qu'il y a marqué Shta'am bevat achad lo yatsa. Si quelqu'un boit les 4 coupes de vin en une seule fois, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis les 4 coupes de vin sur le soir du Seder pour le diviser. Alors c'est très très simple. Maintenant, on n'a plus le temps de lire la Gemara, mais la Gemara c'est Psachim 108 folio A, et comme a dit Johan, j'ai fait pas mal de shiurim, donc si vous cherchez Bezrat Hashem, vous trouverez. Mais en tout cas,
La Gemara, elle dit comme ça. On a rapporté qu'il faut s'accouder quand on mange la matzah, mais pas pour le maror. Ça, c'est halakha clair. Vous avez compris pourquoi. Matzah, pain de liberté. Maror, herbe d'amertume. Donc, on ne s'accoude pas quand on n'est pas en liberté. Pour le vin, d'après un premier témoignage, Rav Nachman demande de s'accouder. D'abord, de son nom, ce n'est pas contradictoire. L'un des témoignages porte sur les deux premiers et le second sur les deux dernières. Ça répond à des compréhensions d'une manière différente. Après, on explique à la femme presque s'accoude au moment des deux premières de boire, les deux premières coups. Pendant cette partie du Seder, on commence à raconter la libération. Sur ce point de vue, il est inutile de s'accouder pour les deux derniers coups, car le récit de la délivrance est terminé. Sur la deuxième explication, c'est l'entrée, il faut s'accouder pour les deux derniers coups, car à ce moment-là, on célèbre la liberté. Pour les deux premières coups, il est inutile de s'accouder, car on évoque encore la servitude. Que les deux interprétations ont été dit, il faut s'accouder pour les 4 couples. Alors, je vous les lis à toute allure. La fin, vous pouvez reprendre la Gemara, vous aurez le texte. L'histoire, c'est qu'en fin de compte, on a compris que les deux premières couples sont un sujet, les deuxièmes couples sont un autre sujet, et que comme les deux sont importantes, alors en fin de compte, on s'accoude aux 4, c'est-à-dire qu'on a compris que les 4 sont importants comme liberté. Quelle est la différence? Les deux premiers, c'est le passage, comme on a passé, de l'esclavage à la liberté. Les deux derniers, c'est de chanter la liberté. Alors, il y en a un qui dit qu'il faut mieux raconter le passage avec toutes les angoisses que ça comporte, et l'autre qui dit il vaut mieux chanter la liberté, c'est les deux de la fin. Alors, la Gemara, en fin de compte, dit que tout est vrai. Alors, je vous donne le seder des 4 couples. Kadesh, Agada, Kiddush, Agada, Beracha, Halel. Alors, ça veut dire quoi, ces 4-là? Le premier, c'est Kadosh. Le troisième, c'est Baruch. À Kadosh, Baruchu. Vous avez vu? Quelle est la différence? On l'a appris dans Manitou. Kadosh, c'est la crainte, c'est la séparation. Baruch, c'est l'immanence, c'est la shrina, c'est l'amour, c'est la joie, etc. C'est la beracha. Or, Dieu est Kadosh et Baruch. Donc, on fait 2 kiddush. Un qui est le kiddush au début, comme Shabbat et les fêtes, qui est la séparation, c'est-à-dire dans le fait de marquer la séparation. Et le troisième commence la deuxième partie du soir du Seder, qui est la bracha. Quelle est la différence? La kedusha, c'est la rigueur, c'est le sérieux, etc. Alors, il se traduit par un deuxième vers qui est la Haggadah. Quelle est la différence entre la Haggadah et le Hallel? Dans la Haggadah, on est dans le sechel, on est dans la compréhension, on est dans les grandes questions. Pourquoi a-t-on souffert? Pourquoi Dieu a attendu tellement longtemps? Pourquoi il a fait la Géoula de cette manière? Comment ce sera dans le futur? Pourquoi de notre temps c'était comme ça? Pourquoi il y a tellement de gens qui ne sont pas d'accord? Pourquoi il y a tellement de gens qui font comme ça, il y en a d'autres qui font comme ça? Pourquoi il y en a encore qui sont à Pavillon-sous-Bois au lieu d'être à Jérusalem? Et pourquoi il y a des choses, etc., etc. Toutes ces questions, c'est ça la Haggadah. D'ailleurs, le mot Haggadah, au lieu de Amira, Sipour, Dibour, vient du mot guide, qui veut dire un tendon, ça veut dire quelque chose de dur. C'est pour ça qu'il y a marqué Kotomar le Bet Yaakov et Taged l'Ibne Israël, et Rachidi Dvarim Akashim ke Gidin. Des choses qui sont dures à entendre comme des tendons. C'est-à-dire ça crée une tension, comme le tendon. C'est-à-dire que, parce que quand on est en galoute, nous attendons la Géoula. C'est-à-dire, et alors c'est pour ça que c'est comme ça. Donc, la première partie, c'est la partie où, à la limite même, entre les parents et les enfants, on pose des questions, on donne des réponses, et s'il y a un peu de fuse, d'accord, si ça fait un peu des étincelles, c'est pas grave, c'est normal, c'est bien, ça prouve qu'on est en train d'élucider les choses de manière sérieuse, d'accord? On est en étude, comme dans un Beth Midrash, où on discute, d'accord? Et on est en train de chercher la vérité. Et du coup, on est obligé de dire qu'il y a les deux côtés, le bien, le mal, la galoute, la géoula. Alors, le deuxième monsieur, ça lui plaît pas. Il dit, moi, je veux du cool. Je veux que la réjouissance, je veux m'éclater, etc. Alors, le kiddush et la Haggadah, ça va ensemble. Vous avez compris? La kedusha et la Haggadah vont ensemble. Donc, le premier vers, c'est le vers du kiddush. Le deuxième vers, et c'est toujours à la fin du kiddush, c'est vrai que dans le kiddush, c'est un peu différent. C'est-à-dire, on fait la bracha au début, mais on le boit à la fin. C'est-à-dire, on boit le verre de vin à la fin. Kiddush, c'est un peu spécial. Dans la Haggadah, on boit à la fin de la Haggadah. On le verse au début. On fait toute la Haggadah sur le verre de vin. Des fois, on le soulève, des fois, on ne le soulève pas.
Et à la fin, on soulève le verre de vin et on fait, je me souviens plus ce qu'on dit, mais après, on fait Boré Pri Geffen pour les Ashkenazim, les Sfaradim, non, et on boit la deuxième coupe de vin qui conclut la Haggadah. C'est-à-dire, toute la Haggadah va être sur le deuxième verre, comme tout le Kiddush, 1 minute va être sur le Kiddush. Troisième verre de vin, on rentre dans le côté ou de la bracha. C'est quoi la bracha? On est sorti d'Égypte. Alors, c'est quoi la avoda? C'est la avoda de dire merci. Et comment on dit merci? On chante, on chante, on chante, on chante. Alors, il y a des juifs qui adorent faire le seder que du côté Hallel. C'est-à-dire que pour eux, la Haggadah, on chante aussi, on n'explique rien. L'écart, c'est d'être Bessimcha. Puis il y a des juifs, même au moment du Hallel, ils posent encore des questions. Ça, c'est les Lituaniens à Bnei Brak. Vous avez compris qu'ils sont dans la Kedusha. La vérité, le mieux, c'est d'être équilibré. Dans la première partie, on est dans le sechel, dans l'intellect, on discute. Dans la deuxième partie, on a déjà bu 2 verres, 3 verres, on est déjà content, etc. Et on chante, et on rigole, et on est heureux. Alors, le plus extraordinaire, c'est que le troisième de la bracha, c'est le repas. Et où on fait le repas? Au milieu du Hallel. On commence le Hallel avant, on finit le Hallel après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repas et le Hallel, c'est la même chose. C'est qu'on s'éclate. On est heureux, on mange bien, on boit bien, et puis on chante bien, on fait tout ensemble. Tout vient ensemble. On commence le Hallel avant, pas parce que on n'a pas le temps, on est pressé. Pour dire que le repas, qui normalement devait être un repas au Beth Amikdash ou à Jérusalem, avec l'agneau pascal, mais même sans ça, le repas du soir du Seder, c'est une avodat Hashem. C'est une avodat Hashem. On est en train, service de Hashem, on est en train, pendant qu'on mange, d'avoir une anaa, un plaisir, je vous en avais parlé avec la matzah, qui est une liaison avec Akadosh Baruch Hu, qui devrait être à Jérusalem avec le Korban, et comme on a expliqué, tout ce qui est autour. Et donc, tout autour, il y a le Hallel, il y a le chant. Et c'est pour ça que le troisième vers, on le fait à la fin du Birkat Hamazon. C'est-à-dire, on a fini cette avoda du repas, on fait la bracha, v'achalta v'savata, ou berachta. Et le quatrième, c'est Ya'alelucha, quand on finit le Hallel, alors on fait la 4e coupe de vin. Souvenez-vous, c'est l'ordre du Seder, mais la coupe est à la fin de la découpe, pas au début. C'est-à-dire qu'elle marque la fin. Fin du Kiddush, tu bois. Fin de la Haggadah, tu bois. Fin du repas plus le début du Hallel, tu bois. Fin du Hallel, tu bois encore. Et je vais terminer avec la 5e coupe. La 5e coupe, comment on fait? C'est très simple. Selon l'opinion que je vous propose au niveau des différents poskim, il y a un deuxième Hallel qui s'appelle la Hallel Agadol. Alors, la 5e coupe, c'est celle de la Géoula de notre temps, la Géoula promise qui se réalise. Et il y a le Hallel Mitzrayim, et il y a le Hallel Agadol. Le Hallel Agadol, il met en allusion au Hallel Agadol, Ine Anochi Sholach Lechem Lifnei Yom Hashem. Agadol, c'est la Géoula, Agadola, il est à Tidlavo. Alors, ceux qui font 5 coupes, c'est très simple. Vous faites le Hallel Mitzrayim, vous faites ensuite Ya'alelucha, c'est-à-dire ce qu'on dit à la fin du Hallel. Vous buvez la 4e coupe avec la bracha, vous faites Hallel Agadol, et vous faites Nishmat Kol Chai. Alors ne me dites pas que dans votre Haggadah c'est marqué autrement. Toutes vos Haggadot ne sont pas selon ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis c'est Manitou, c'est Rav Goren, etc. C'est tous les Gdolei Israël, et Manitou a beaucoup insisté sur cette importance. Le Seder, du coup c'est super organisé. De chanter Nishmat après le Hallel Agadol, c'est extraordinaire. Et à la fin de Nishmat, on fait Ishtabar Shimchalan Malkenu, Melech Moulal Batish Bachot, et on boit le 5e verre. Pour l'instant, sans bracha, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu Yavilanu Bracha Gdola, et une tellement grande bracha qu'il fera aussi la bracha sur la 5e coupe, Chag Sameach, Pesach Kasher V'Sameach à tous. Alors, si quelqu'un a des questions. Chazak ou Baruch Rav Ackerman. Avant les questions, j'ai une bonne bouteille à vous proposer. Alors, pour les fans des cours du Rav Ackerman et les fans de Manitou, je ne sais pas si vous connaissez ce vin-là. Attends, on ne voit pas bien. C'est un Cabernet Sauvignon qui s'appelle Ivry. J'ai découvert. Alors, un bon vin rouge, il est vraiment très bon. En plus, il s'appelle Ivry. Alors, ça marche pour les fans de la Torah de Manitou. Toda Rabba Rav Ackerman pour tous. Il y a des questions, Bessimcha. Marlène? Non. Ah non. il faut enregistrer. Alors, Rav Ackerman, est-ce que tu peux redire exactement à quel moment tu bois la 4e?
Alors, je répète, d'accord? Dans toutes les Agadotes Ashkenazim et Sfaradim ne disent pas ce que je dis, et puis plus que Non, ça, personne c'est-à-dire ne que dit. les poskim qui disent qu'on boit 5 coupes, d'accord? Eux-mêmes, et comme il y a pas une coutume, c'est comme l'histoire de Trélet, etc. Comme ça fait 2000 ans qu'en gros, toutes les communautés ne boivent pas la 5e coupe, certaines oui, certaines non, le rif oui, etc. C'est-à-dire c'est des choses qui sont un peu tombées en désuétude, puisque on a tous grandi avec le fait que personne ne buvait la 5e coupe. À mon avis, vous avez jamais vu quelqu'un dans votre jeunesse qui buvait la 5e coupe. Donc du coup, quand on est Mehadesh, on renouvelle quelque chose, alors apparaissent de nouveau des discussions, on retrouve les opinions des Rishonim, et puis il y a aussi les Aharonim qui rediscutent, puisque les choses ne sont pas fermées. On ne peut pas dire les Ashkenazim font comme ça, les Sfaradim font comme ça, donc il y a différents. Alors moi, personnellement, après longue étude de ça et de toutes les opinions, je vous propose une solution qui est en plus extrêmement logique. C'est-à-dire que comme on dit deux Hallel, on dit le Hallel Mitzrayim, c'est le Hallel qu'on dit à la synagogue. Et le Hallel Agadol, c'est celui où il y a 26 fois Kilolam Chasdo, vous savez, Odul Hallel Shamaim, etc. Et qui est dit l'un après l'autre. Et qu'en plus on dit deux remerciements. Ce qui est aussi illogique, donc je suppose qu'à l'époque où on faisait les 5 coupes, etc., il y avait un remerciement sur le Hallel avec une bracha pour ceux qui font la bracha, le Hallel Amitzri, c'est-à-dire celui qu'on dit après la Hamida, et là, le remerciement, c'est Yahalelucha. Alors de nouveau, il y en a qui le disent à un autre endroit, il y en a qui disent avec bracha sans bracha. Donc moi, je ne vous rentre pas dans ces détails. Je vous dis, après le Hallel Mitzrayim, il y a le texte habituel de Yahalelucha qui est marqué, qu'on dit chaque fois, et après vous buvez la 4e coupe avec bracha. Ensuite, vous faites le Hallel Agadol, Odul Hashem Kitov Kilochamdo, et ensuite vous faites Nishmat, même si dans l'Agada c'est autrement, c'est pas compliqué à comprendre. Et comme Nishmat c'est aussi une bracha pour terminer un Hallel, et qui se termine, Nishmat Kol Chai Tevarech Shimcha, qui est extraordinaire, et qui se termine par Ishtabach, Melech Moulal Batishbachot, alors vous le faites à ce moment-là, vous buvez la 5e coupe à couder, sans faire de bracha de nouveau, parce qu'aucun posek n'a encore dit qu'il fallait faire une bracha sur la 5e coupe. Et la coupe de Eliaou, on a vu. Eh bien, c'est celle-là, la 5e. C'est que tant qu'on la buvait pas... Parce que nous, on mettait, mais on ne la buvait pas. Elle reste sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que les poskim ont résolu le problème, que dans la Gemara, il y a un problème de version, est-ce qu'il y a un 5e couple ou non? C'est-à-dire que il y a dans la Gemara elle-même, dans la Mishnah, il y a deux versions. Alors, comme les poskim savaient qu'il y a option 4, option 5, d'accord? Alors, les Tunisiens, ils disaient Hamsa, ils disaient le 5e, mais en fin de compte, tout le monde disait, on ne sait pas s'il faut le boire ou non, mais quand le Eliaou viendra, c'est sûr qu'on va le boire. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le verre d'Eliaou Navi. C'est le verre du fait qu'un temps viendra au Eliaou Navi, va nous annoncer que le temps est arrivé de le boire, voilà le Mashiach. Et on verse quand ce 5e verre? Quand on le verse au début? Après avoir bu le 4e verre. Du coup. Après. Voilà, quand tu fais comme ça, tu bois le 4e verre, tu reverses dans ton verre le 5e verre, tu bois. Mais non, il y a des gens où il n'y a que le Orech HaSeder, le maître du Seder, qui boit le 5e coupe. C'est-à-dire, Gam Zetov, c'est-à-dire si tout le monde ne veut pas en boire, et si par exemple le maître du Seder ne veut pas, et qu'il est d'accord que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, alors celui qui veut, il le boira, buvra, etc. C'est ça? D'accord. Conseil aussi pour ceux qui risquent d'être sous, c'est-à-dire, le jus de raisin est cachère pour faire tous les verres du Seder. Pourquoi est-ce que c'est nulle part marqué dans la halakha? Parce que avant de pasteuriser, on ne buvait du jus de raisin qu'au moment des vendanges. Parce qu'après ça, vous savez, en 2 ou 3 jours, un jus de raisin, si on le fermente pas, il tourne. On ne savait pas quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On n'a jamais parlé dans les poskim de jus de raisin jusqu'à Pasteur. Il n'y a que depuis Pasteur qu'on peut boire du jus de raisin le soir du Seder. Sinon, on pouvait le boire à Sukkot, on ne pouvait pas le boire à Pessah. Donc, c'est cachère, on fait Boré Pri à Geffen, ça c'est marqué dans la Gemara, ça s'appelle Yain Migito, qu'on peut faire Boré Pri à Geffen. D'un autre côté, il y a un Inyan marqué dans la Gemara que le vin, il doit amener Simcha. C'est aussi une des raisons pour laquelle les Chachamim ont institué les 4 coupes de vin. Or, ce qui amène la Simcha, c'est l'alcool. C'est pour ça qu'on dit va l'alcool, anachnu modim lach umvorachim otam. D'accord? Et donc, le conseil, c'est que les gens qui aiment l'alcool, qui boivent 4 coupes de vin, et les gens qui supportent pas ou qui n'aiment pas, de prendre du jus de raisin
et de mettre un tout petit peu de vin. Ça fait du vin à 0%, à 0,1%, 5%, 2%, 1%. C'est très, très bien. Donc, c'est comme ça que je conseille aux gens qui ne supportent pas ou qui ne veulent pas, etc., de faire, c'est de prendre du jus de raisin, mais de mettre un minimum de vin dedans pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ben, ils sont yotzé sans aucun problème sans ça. Notre rabbin, il insistait beaucoup pour prendre du vin, le soir de Pessah, et de s'habituer toute l'année à prendre du vin en petite quantité pour pouvoir Pessah prendre. Alors, votre rabbin, il a dû recevoir un message du ciel. C'était un rabbin divin. Et, Vous voyez qui je veux dire? Non, je comprends que ça lui tenait à cœur. Parce que c'est marqué dans la Gemara. C'est pour ça que je t'ai donné cette solution. C'est-à-dire, au lieu d'être... D'abord, il y en a, non seulement ça leur fait des maux de tête, mais ensuite ils sont ronds, etc. Et puis, ils supportent pas. Ensuite, ils font des homrods sur la quantité de vin à boire, etc. Donc, on sort pas. Donc, Bémet, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça. C'est-à-dire, si jamais chacun se connaît, 4 coupes de vin pour beaucoup de gens, c'est être complètement rond, et c'est marqué Mefourage dans la Gemara et dans les poskim que Pessah, c'est pas Purim, il faut être joyeux, mais on n'a pas le droit de se saouler. Donc, le mieux, c'est ou que du jus de raisin, vous pouvez commencer par du vin après, ou comme je vous ai dit, depuis le début, faire avec du jus de raisin et un tout petit peu de vin, achitov. Je vous rappelle une chose importante, cette année, le mieux c'est Kedushat Shvit, vous vous souvenez, tout ce que vous pouvez trouver Kedushat Shvit, c'est le mieux, mais n'oubliez pas que les raisins, les jus de raisin et le vin, tout ce qui vient du vin, qui est de Kedushat Shvit, il faut l'être mafkir otam avant l'entrée de Pessah. C'est-à-dire entre maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait encore, et l'entrée de Pessah, toutes les bouteilles de vin de Kedushat Shvit que vous avez, ou si par exemple vous avez des raisins secs ou autre chose, c'est-à-dire il faut les prendre, les mettre devant la maison, dire devant 3 personnes que vous connaissez, tout ça c'est efker, attendre 1 minute et les re-rentrer à la maison. Tout simplement, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est une mitzvah, et si vous ne l'avez pas fait, tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, pendant Pessah, alors il faudra que vous preniez d'autres bouteilles de vin, mettez-vous une tiscorette de le faire pour ceux qui utilisent le Kedushat Shvit. Avant Pessah, vous pouvez le faire dès ce soir ou dès demain, il n'y a pas de problème. Mais encore on une nous a question conseillé de ne pas utiliser ce vin pour les 4. C'est toujours le point même, c'est que les orthodoxes, ils Même sont que si contre ça la tombe, Torah. si ça se renverse, C'est le problème, c'est que les orthodoxes, ils sont contre la Torah. les macotes, de ne pas utiliser pour les. Alors, c'est toujours le problème, c'est les orthodoxes, ils sont contre la Torah. C'est-à-dire qu'ils sont contre la Torah naturelle. Ils ne veulent pas boire du vin de la sainteté d'Israël. Ils vont acheter du Barthénora qui va venir d'Italie pour manger du vin de Rome au lieu de boire du vin d'Eretz Israël avec la Gdusha. C'est aberrant. C'est pour ça qu'ils sont prendre ce vin-là de Shvit, Ken. Oui, il faut prendre. La seule chose, c'est que quand tu fais Down Sfaradea Kinim, tu ne verses pas. Alors ça, c'est une coutume, et ça, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Qu'est-ce que tu préfères? Tu comprends? C'est-à-dire, bien, si tu veux, tu prends un verre où tu as du vin qui n'est pas de Gdushat Shvit, uniquement pour verser les 10 makot, etc. Du jus de raisin. Voilà. Non, mais il y a du jus de raisin aussi Gdushat Shvit. Moi, j'ai ici aussi du jus de raisin. Oui, non. On a du vin Gdushat Shvit. C'est bien. Alors, Zekar. Est-ce que je ne peux pas parler? Est-ce que tu connais le minag où on prend le verre de Eliaou aux dames, c'est pas de Yakinim? On le prend à ce moment-là? Quel minag? Je n'ai pas compris. Quel minag? Où on fait dame, c'est pas de Ya. Oui. Le vin de Eliaou. Le 5e verre. Non, je connais pas. On le voit, le 5e verre. Non, mais alors, tu fais dame Sfar Kinim au moment du 5e verre ou au moment où Non, au moment où on le fait. Ouais. Non, parce qu'au départ, on versait ce verre-là au début, on le laisse au milieu de la table, et après, on s'en sert pour. Oui, c'est un très beau minag. C'est un très beau minag parce qu'il montre que la permanence de l'Eliaou, c'est depuis le début, on se projette sur Eliaou Navi Zacholato. C'est il fait meod. Alors, du coup, c'est encore plus simple. Dans ce verre-là, tu mets pas que du Shvit et puis tu fais dame Sfar. Refoua Shlema Yosef. Pour le Pessah. Kvodarav. Encore des choses. Ken. Kvodarav.
Oui. C'est très joli la phrase que vous avez dite là. C'est la patience du sage. Mais j'ai pas compris le début. La science. Que la science du passage. Ah, du passage. C'est la patience du sage. Ah, il y a fait mieux. Pas la cavode, maman, il y a fait. La science du passage, il y a fait, il y a fait. Toda. ויש לי זכויות יוצרים על המשחק מילים. Toda. Vous savez que vous voulez une gematria? Mais bien sûr, surtout de vous. Pessah, Matzah, Maror, ça annule le Satan. C'est exactement la gematria de Kra Satan. Il a fait, en plus, Kra Satan, c'est pas n'importe quoi. C'est Shvameot Esrimet Tesha, c'est Pessah, Matzah, Maror. יפה מאוד, חזק לא מאוד. ממני, זה גדולים, אני לוקטת פה ושם, אבל זה לא ממני. Merci, שום דבר לא ממני. תודה רבה. Oui, mais il y a quand même marqué, Nelly, qui a marqué que Imen Anili, Nelly. D'accord? תודה רבה, תודה, מאוד מעניין, תודה. תודה. Ok. Et pourquoi tout le monde peut parler et moi toujours on me coupe le son? Quoi? Non, là ça va. Tout le monde peut parler et moi on me coupe mon son très vite. Pourquoi? Bon, pendant les cours? Tout à l'heure, je voulais demander le vin, de répéter le vin par exemple, mon son il était déjà coupé. Ça il faut parler avec Johan, c'est lui qui est responsable. C'est vrai. Il faut dépasser le mur du son, c'est tout simplement. Et moi, dis-moi, Nicole. Mais mon fils, il a envoyé un mot. Il a envoyé un. J'ai répondu, Nicole, pour le vin. C'est Ivry. D'accord, mais donc pour éviter ça, mon fils, il a mis le mot. Il a mis le. C'est quoi? Je sais pas. Il y a un mot. C'est d'où le vin Ivry? C'est quel? Il a fait le chat. Je vous enverrai la photo. Mais non, mais c'est quel Yekev? Je sais pas, il y a écrit Ashgachat Yerushalayim. Je suis désolé, mais je dois m'arrêter. Alors, je dois dire que c'était un plaisir de voir que les jours avant, il y avait tellement de gens. Chag Sameach à chacun que l'on voit. Les Chavivim et Karim, les Fermons, Marc Elizmi, les Passantins qui sont revenus, Brouchim Abaim, l'Aïchouk Shelachem. Si on achète. Oui. Si on achète du vin au Sarpentine après Pessah, qu'est-ce qu'on fait? En principe, tant qu'il est dans le Haut-Tsar, on considère que s'il est au moment du biour, il est encore dans le Haut-Tsar, on considère que ça s'appelle biour. Si tu penses qu'il était dans une macolette, etc., au moment où tu l'achètes, tu fais tout de suite biour avant de le rentrer chez toi à la maison. Du moment où après tu le rentres et tu le ressors. C'est-à-dire, si tu as un doute que, par exemple, il était chez un Baal Makolet, s'il était dans le Haut-Tsar, il n'y a pas de problème. Si jamais c'était chez le Baal Makolet ou chez quelqu'un de particulier et que tu penses que lui ne l'a pas fait, à ce moment-là, tu dois le faire quand tu l'achètes, tout simplement. Ah, je dois faire le bio? Oui, tu le sors. Maintenant, tout le bio n'est pas à Pessah. Par exemple, les olives, c'est à Shavuot. D'ailleurs, j'ai fait du vélo avec mon fils. J'ai vu qu'il y a encore plein d'arbres en ce moment où il y a des olives dessus. Donc, pour les olives, c'est après, il faut connaître les dates de chacun, mais soyons clairs, pour le raisin, pour le vin, c'est maintenant. C'est derrière là. Alors, à bientôt pour tout le monde. Comme j'ai dit, c'est Kacher et Sheniske Ligula Shlema Bimera. Amen. תודה רבה, יואן, ותודה רבה לרב. בשמחה רבה. כל טוב. חג שמח à tous, un grand plaisir. חג שמח.